Ce matin, jeudi 29 avril, nous vous présentons le numéro 7 de notre nouvelle émission Décryptons le monde avec notre chroniqueur géopolitique Gérard Vespierre. Il nous apporte un regard différent sur les affaires internationales basé sur les faits et des observations pertinentes. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, avec vous Gérard, nous allons réfléchir sur deux arcs de crise. Dans la première partie de l'émission, nous évoquerons l'arc de crise qui s'étend le long de la frontière occidentale de la Russie. Et dans notre deuxième partie, nous évoquerons cet autre arc de crise qui traverse tout le Moyen-Orient. Mais tout d'abord, Gérard Vespierre, pouvez-vous nous rappeler comment vous avez eu cette idée originale d'arc de crise ? Eh bien, tout simplement, oserais-je dire, en comparant la géopolitique avec la géophysique. Alors, qu'est-ce que la géophysique ? Eh bien, c'est l'étude de la croûte terrestre, n'est-ce pas ? Et on arrive à ce moment-là, très rapidement, à cette constatation que la croûte terrestre, eh bien, est habitée de plaques qui se déplacent, peut-être lentement et quelquefois très durement, la plaque continentale, la plaque océanique, et qui vont donc créer une dynamique que nous connaissons hélas malheureusement, parce qu'il y a des tsunamis, il y a des raz-de-marée, il y a des éruptions volcaniques qui viennent justement de ces mouvements-là. Et donc la géopolitique, ce sont effectivement des plaques non pas terrestres de la Terre, mais des plaques humaines qui se déplacent et qui se rencontrent. Donc nous pouvons avoir une plaque de conflit de frontières qui rencontre une plaque de conflit économique, qui rencontre des tensions religieuses, qui rencontre donc aussi des éléments politiques. Donc voilà, il y a une comparaison possible entre ces plaques de la croûte terrestre et puis ces plaques humaines qui se déplacent. Et donc sur la croûte terrestre, il apparaît des failles. Eh bien, j'ai pris ce parallèle entre la faille qui apparaît dans la croûte terrestre et des arcs de crise qui se dessinent sur la géopolitique de la planète. Premièrement, l'arc de crise en mer de Chine. Deuxièmement, le long de la frontière occidentale russe. Troisièmement, qui traverse tout le Moyen-Orient, et quatrièmement, eh bien, le Sahel et de la Mauritanie au Tchad, les difficultés que nous connaissons. Merci Gérard pour ce rappel, le rappel de ce concept. Pourriez-vous maintenant nous remémorer comment l'Ukraine est devenue un terrain de tension avec la Russie ? Eh bien, il faut se remémorer ce qui a commencé à se passer en 2013. À ce moment-là, l'Ukraine était très orientée vers Bruxelles, vers l'Ouest, vers l'Europe, parce qu'elle avait devant les yeux pratiquement 500 millions d'habitants, en comprenant à l'époque la Grande-Bretagne, le deuxième PIB mondial, donc la deuxième richesse mondiale, et face à ça, donc une Russie de seulement 145 millions d'habitants et qui, à part la fourniture de matières premières, ne représente pas un attrait spécial. Il n'y a pas d'attrait vers un modèle de société russe pour les Ukrainiens qui aspiraient à une liberté démocratique et une liberté économique. Donc, ce regard de Kiev vers Bruxelles a bien sûr irrité Moscou, et le 30 mai 2013, Vladimir Poutine a déclaré s'il doit y avoir un mouvement de l'Ukraine vers l'Europe, eh bien il y aura des conséquences. Et donc il y a eu un début de bras de fer. Et si on regarde le graphique de la monnaie russe, le rouble a commencé à vaciller, et à partir justement de cette date du 30 mai 2013, parce que les marchés ont horreur des risques. Donc finalement, le pouvoir à Kiev a
a suivi le bâton russe et donc a refusé de mettre un terme à des négociations en signant un contrat avec l'Union européenne, ce qui a provoqué donc la révolution de Euromaïdan, voilà, les manifestations à Kiev sur la place de Maïdan et in fine le départ du président qui a été se réfugier en Russie et donc le Parlement ukrainien a validé cette option de rapprochement vers l'Union européenne. S'en est suivi la création de 2 républiques populaires, de Lugansk et de Donetsk, donc dans l'est de l'Ukraine, à la frontière russe, et bien sûr l'annexion de la Crimée, puisque la grande base de Sébastopol, le grand port militaire, est clé pour la Russie et l'accès aux mers chaudes. Mais depuis quelques années, la Russie multiplie des manœuvres et des déplacements de forces militaires de grande ampleur. Le chiffre de 100 000 hommes a même souvent été avancé. À votre avis, Gérard, y a-t-il de véritables craintes en Ukraine et dans les pays occidentaux face à ces mouvements ? Eh bien, il y a eu effectivement, et si on regarde la poursuite de la situation liée à ces 2 républiques de Donetsk et de Lugansk, donc dans le fameux bassin du Donbass, eh bien, il y a eu la possibilité, il était envisagé de créer une république populaire unie. Donc réunissant ces 2 républiques de Lugansk et de Donetsk. Et donc on pouvait imaginer que si elles se réunissaient, eh bien elles pouvaient à ce moment-là proposer soit un accord avec la Russie et peut-être une réunion avec la Russie. Donc quand les manœuvres militaires russes ont commencé à se mettre en place au mois d'avril, il y a eu une véritable crainte qu'il y ait un basculement politique et militaire dans l'est de l'Ukraine et donc qui se passe avec le Donbass, ce qui s'était passé avec la Crimée. Et donc une annexion, ou plus exactement une demande de la République unie de ces 2 autres républiques, Donetsk et Lugansk, donc de rejoindre la Russie. Et cette menace a été suffisamment prise au sérieux par les États-Unis pour que le chef d'état-major interarmes, donc le général Mark Milley, qui est le grand patron donc, de l'armée américaine, téléphone dans un premier temps à son homologue ukrainien en disant « Ne craignez rien, nous sommes là », et prennent aussi son téléphone pour appeler son homologue russe, pour lui dire « Nous observons ce qui se passe et il n'est pas question que vous franchissiez une ligne ». Donc il y avait ce risque de voir effectivement l'armée russe non pas bouger vers l'Ukraine, mais en quelque sorte de servir de paravent à un mouvement politique et d'appuyer par sa présence forte à la frontière russo-Donbass, donc ce mouvement politique qui aurait pu être une réunion entre le Donbass et la Russie. Comme vous venez de nous l'indiquer, la Russie a, semble-t-il, donc décidé de faire baisser la tension qu'elle avait créée et de replacer ses forces dans leur base de départ. Mais alors, on peut se demander, selon l'expression consacrée, à quoi cette gesticulation militaire a-t-elle servi ? Quel gain ou avantage la Russie et Vladimir Poutine ont-ils essayé d'obtenir ? Alors, comme je viens de l'évoquer, on a pu craindre à un moment qu'il y avait là une volonté de servir de bouclier militaire à un mouvement politique en Ukraine. Finalement, il n'en a rien été. Mais donc cette parade, si je puis dire, ces manœuvres de plus de 100 000 hommes mobilisés a accompagné un événement important aussi, qui est la prise de parole annuelle du président Poutine devant les 2 chambres réunies, devant les caméras de télévision russes et aussi internationales. Donc finalement, cette
prestation, entre guillemets, militaire a été utilisée pour un accompagnement de cette prise de parole de 2 heures, donc un grand discours qui évoque beaucoup de sujets. Et donc, il y a eu un parallèle, un show of force, comme on dit en mauvais français, donc une démonstration de force de l'armée russe pour accompagner la prestation de présentation bilan et perspective du président Poutine devant les chambres. Donc les sujets abordés ont été effectivement très nombreux, en particulier sur l'économie russe. Donc c'était une façon de dire à la population russe, vous voyez, nous avons une force armée maintenant importante et qui pose souci au monde entier. Eh bien, nous allons maintenant nous orienter vers le développement économique intérieur. Il y a eu aussi un volet de présentation des nouvelles armes donc stratégiques russes. Donc c'était un moyen habile, en faisant des manœuvres importantes, de donner une crédibilité supplémentaire à cette annonce. Et troisièmement, c'était aussi un message à destination intérieure politique, en disant aux opposants en place, Navalny entre autres, et puis à tous ses partisans et les partis et les mouvements qui peuvent être intéressés par une opposition forte à Vladimir Poutine, eh bien, nous sommes un pays fort, nous avons des forces armées forte. Donc, voyez-vous, il y a un message sibyllin en disant nous n'aurons pas peur de continuer à employer la force puisque nous sommes un régime fort avec une armée forte. Merci Gérard Vespierre pour votre analyse très circonstanciée qui nous fait mieux comprendre la réalité, mais aussi la subtilité derrière ces actions de la Russie, des actions qui finalement sont destinées à des publics très différents, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie. Merci pour cette analyse. On marque une pause avant de nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission. Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.